Et j'arrive aux États-Unis en août 2008 et le 15 septembre, Lehman dépose le bilan. Et donc le 15 septembre, on se retrouve en classe dans l'amphithéâtre avec nos professeurs à Atlanta, à quelques pas du siège de Bank of America, et nos professeurs qui nous expliquent concrètement tout ce qu'on est censé vous apprendre vient de s'écrouler. Donc je ne sais pas ce qu'on va vous apprendre cette année, mais en tout cas on va vivre des choses extrêmement intéressantes. Donc autant dire que le petit Frenchie, sympathique, parlait bien anglais, mais qui a pas de carte verte, qui a pas de permis de travail et qui veut bosser en finance, il est rentré chez lui. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Marc Hérisson. Bonjour Guillaume. Vous êtes l'un des fondateurs de la financière Monceau, qui est devenue aujourd'hui Translink Corporate Finance en France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager votre parcours dans le podcast Career Insight de Training You. Avec grand plaisir Guillaume. La première question du podcast, elle est toujours assez générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Parcours assez classique, plutôt scientifique. Bac S, suivi d'une prépa HEC voie S à Lyon, et ensuite donc école de commerce. Donc j'ai été mis dans le bain de l'économie, de la finance assez tard finalement en arrivant à l'école de commerce. J'admets sans trop me forcer que c'était pas une passion innée qui hantait mes vies, qui hantait mes nuits et mes jours quand j'étais plus petit, quand j'étais au lycée. J'ai vraiment découvert ça sur le tard. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est quand je suis arrivé à l'ESC Toulouse, à l'époque ça s'appelait ESC Toulouse, donc maintenant Toulouse Business School, on avait plusieurs choix sur l'orientation de carrière, les choix des différentes matières. Et je sais pas pourquoi, j'ai choisi dans ma première année des choses qui étaient vraiment très différentes. D'un côté de la finance, plutôt d'entreprise, et de l'autre côté du marketing, avec les idées à l'époque. Il y avait Apple qui était en train de tout révolutionner, il y a l'iPhone qui arrivait. Voilà, donc des choses vraiment extrêmement différentes. Et donc, je suis arrivé sur ces métiers du corporate finance, et puis je me suis ensuite spécialisé en corporate finance, des stages en corporate finance et quelques anecdotes assez sympathiques sur le sujet. Et puis après, j'ai eu l'opportunité, la grande chance de pouvoir bénéficier d'un double diplôme dans le cadre de cursus scolaire de Toulouse Business School. Donc, j'ai fait ma dernière année, non pas en France, mais aux États-Unis, à Atlanta, ville bien connue pour le Coca, pour Bank of America aussi, puisque le siège est là-bas, pour les Jeux de 96, pour les plus âgés. Et donc du coup j'ai fait mon MBA en corporate finance à Georgia State, et donc diplômé avec un double diplôme comme on dit dans le jargon. Alors, on va revenir sur les principaux chapitres de votre histoire, et le premier chapitre, vous l'avez déjà un peu évoqué, c'est vos études et le début de carrière. Alors, vos études, c'est un baccalauréat en 2003, 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles entre 2003 et 2005, et puis vous entrez effectivement dans une école de commerce, Toulouse Business School aujourd'hui, où vous obtenez un master en finance d'entreprise et stratégie, et parallèlement, vous suivez un MBA aux États-Unis, à Atlanta, à la Georgia State University. Vous en avez parlé, mais était-ce vraiment au moment de vos études que l'univers de la corporate finance vous a plu, ou c'était déjà un peu avant? Qu'est-ce qui vous a marqué au départ dans cet univers-là? Non, vraiment, j'étais pas un passionné de bourse, j'étais pas boursicoteur, je suivais les informations, puisqu'en prépa, on est quand même largement sensibilisé à l'économie, on est largement sensibilisé à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe autour de nous. On commence déjà à avoir une idée un peu plus précise de là où on veut aller. Donc, typiquement en école de commerce, on y va pour faire du commerce. C'est un terme très large, mais assez large, on y va pour faire du commerce. Donc, c'est vraiment quelque chose, vraiment le métier du corporate finance, le métier de la finance en général que j'ai découvert en arrivant à l'école. Sur la multitude des jobs qu'on pouvait y trouver, sur la diversité en fait des expertises qu'il fallait développer, des connaissances et des savoirs qu'il fallait développer. Et donc les premières années, on a des cours qui sont effectivement très généraux, très larges, mais qui donnent un petit pied. Et puis finalement, de fil en aiguille, le corporate finance, ça m'a beaucoup attiré, beaucoup plus que la finance de marché. Alors pourquoi d'ailleurs? Finance de marché, alors déjà je m'étais fait 2 années de prépa à faire beaucoup de maths, donc bon, déjà ça
Ça vous a calmé. Ça calme. Mais ça laisse quand même penser que tout ce qu'on avait appris en prépa avait quand même une utilité dans la vraie vie plus tard potentiellement. Donc ça, c'était intéressant. Mais ça me semblait un peu trop décoloré de la réalité. Moi, ce que j'aime bien dans le corporate finance, et ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est ça me semblait plus terrien, plus concret. Et c'est ça qui m'a attiré dans ce côté-là. Je me rappelle d'un de nos profs de finance de marché qui me disait, bon, c'est simple, pour faire du M&A, il faut savoir faire des multiplications et des additions. Voilà. Donc, je me suis dit que ça me correspondait bien et que j'allais effectivement plutôt aller de ce côté-là, plutôt que de refaire les mouvements browniens et les différents algorithmes binomiales. Alors, vous l'avez rappelé, vous avez réalisé plusieurs stages en M&A et il y avait des anecdotes sympathiques à nous raconter. Est-ce que vous pouvez les partager? Oui, en fait, donc j'ai fait, donc à l'époque, on pouvait faire des césures d'1 an. Et donc, moi, je suis arrivé en l'année de césure à Toulouse Business School, était entre la 2e et la 3e année. Et donc, à la fin de mes deux années, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui était un intervenant extérieur, qui s'appelle Tanguy Meja, qui est toujours dans le circuit aujourd'hui, qui est banquier, et qui venait faire un cours sur le LBO et les financements structurés. Et j'avais beaucoup aimé son cours, et par chance, à la fin, il avait 2 offres de stage à proposer. Une dans son équipe à Paris. À l'époque, il était rue du Faubourg Saint-Honoré. Il travaillait chez Bayern LB, donc la banque du Land de Bayern. Et le deuxième stage était un stage à Londres. Donc moi, j'ai toujours été très attiré par l'international. Et donc, j'ai postulé pour aller à Londres. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné pour ce job à Londres. Donc, j'étais extrêmement content. J'avais sécurisé mon stage super tôt dans l'année. À Londres, finance d'entreprise, LBO, financement structuré dans une banque étrangère. Tout était nickel, j'avais des copains qui partaient à Londres aussi, donc on commençait déjà à se voir très bien et à bien s'amuser, à apprendre plein de choses à Londres. Et puis les mois ont passé, je voyais pas arriver le contrat. L'été arrive, je rappelle Tanguy, je dis je comprends pas trop ce qui se passe, j'ai pas de news. Il me dit écoute, je cherche. Et puis finalement, début du mois d'août, donc vraiment pas la meilleure période qui existe. Là, je reçois un appel un matin de Tanguy qui me dit écoute Marc, je suis très ennuyé, mais a priori ton maître de stage à Londres, il va pas rester très longtemps là-bas quoi. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle, il me dit bah non mais je me suis fait virer. Et en fait, c'était les prémices des subprimes. Eh oui. Voilà. Et la Bayern LB, si on regarde d'ailleurs dans la presse spécialisée, banque d'un gros land certes, mais est exposé je crois à hauteur de 2 ou 3 milliards de dollars au subprime. Donc, de quoi faire vaciller un petit peu le bilan de la banque. Et donc, ils avaient commencé à tailler dans les effectifs. Un autre MD en local me dit, mais moi, j'ai besoin d'un stagiaire, donc je te prends. Donc, bon, je me dis, ok, ça va. Et puis, finalement, quelques semaines après, deuxième quinzaine d'août, il me dit pareil, bah, en fait, moi aussi, je suis plus là à la rentrée. Donc, je me retrouve sans rien. À quelques jours de la rentrée de septembre. Avec, du coup, la nécessité de trouver en urgence un stage. Et donc, je tombe sur une annonce d'un stage dans une boutique M&A, small cap, à Paris, qui s'appelait à l'époque MK Finance. Et donc, je réponds à cette offre de stage. Je vais passer un entretien qui se passe plutôt bien, mais gros doute de mon côté sur le fait de vouloir y aller ou pas. Puis finalement, le maître de stage insiste et donc je commence là-bas début septembre assez rapidement. Et donc, premier pied à l'étrier finalement du métier de M&A. Et en fait, tout ce scénario un peu rocambolesque a finalement dessiné toute ma vie après. On va en reparler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui constatent un contexte plus difficile pour le recrutement. À votre époque, il y avait la crise des subprimes en plein pendant vos recherches de stage. C'était quand même peut-être pas si évident que ça non plus. Ouais, c'était le début, ça, quand on commençait à en parler, on commençait à entendre des... En 2007. Ouais, c'est 2007, on commençait à entendre des choses. Maintenant, en tant qu'étudiant, ces sujets-là, moi, me paraissaient extrêmement lointains. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, le marché du M&A, si on parle que de celui-là, était beaucoup moins développé. Il y avait beaucoup moins de boutiques, il y avait beaucoup moins de volume. Et donc, c'était une sacrée gageure que de trouver un stage dans le secteur. Alors, vous commencez chez MK Finance et vous allez faire ce stage et vous allez même débuter votre carrière après chez MK Finance. Alors, on rappelle MK Finance, une boutique M&A spécialisée sur le marché français et sur le segment small cap. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces premières années? Alors encore un peu assez rocambolesque encore.
Mon maître de stage quitte la société un mois après que j'arrive. Décidément. Ouais, je vais me poser des questions. Oui. Ah. Vous êtes peut-être le chat noir de vos maîtres de stage. Peut-être, peut-être. Donc il quitte la société un mois et demi après que je sois arrivé. Et donc là, je me retrouve avec d'autres stagiaires et puis finalement, pas de recrutement. Et donc, je me suis amusé à chapeauter une équipe de stagiaires pendant un an. Donc ça, c'était très rigolo. Incroyable. Extrêmement formateur. Beaucoup de pression parce que en fait l'organisation à l'époque, il y avait d'un côté le pôle origination et de l'autre côté le pôle exécution. Et donc j'étais dans le pôle origination. Là, j'étais pas tout seul, bien sûr. Patrice, le président, en faisait les 3/4, mais quand même une petite charge à gérer, de faire en sorte que il y a du deal flow, qu'il y a des leads qui sortent, etc. Donc appris énormément de choses. Sur le terrain en direct, beaucoup échangé en direct avec des dirigeants d'entreprise, ce qui me fait c'était vraiment c'était hyper incongru comme relation, mais c'était très rapidement y a pas sur le le tas parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait pas vraiment le choix, mais ça a été extrêmement formateur. Oui. Ouais, et du coup, ce stage se termine en mai-juin 2008 ou juillet 2008, je sais plus. À cette époque, donc je sais que je pars faire mon MBA aux États-Unis. On m'offre la possibilité de revenir après en tant qu'employé. Je décline parce que mon rêve et mon objectif, c'est de rester aux États-Unis bosser en M&A. Et long story short, si vous faites la chronologie des choses, j'arrive aux États-Unis en août 2008 et le 15 septembre, Lehman dépose le bilan. Voilà. Et donc le 15 septembre, on se retrouve en classe dans l'amphithéâtre avec nos professeurs, donc à Atlanta, à quelques pas du siège de Bank of America. Et nos professeurs qui nous expliquent concrètement tout ce qu'on est censé vous apprendre vient de s'écrouler. Donc je ne sais pas ce qu'on va vous apprendre cette année, mais en tout cas, on va vivre des choses extrêmement intéressantes. Donc autant dire que le petit Frenchie, sympathique, qui parlait bien anglais, mais qui a pas de carte verte, qui a pas de permis de travail, et qui veut bosser en finance, il est rentré chez lui. Voilà. Hasard de la vie, finalement vous revenez en France et vous allez débuter en CDI chez MK Finance, qui sera finalement une deuxième fois d'affilée votre refuge. Exactement. Comment ça s'est passé alors ces premières années en CDI? J'étais content de vous revoir peut-être. J'espère. J'espère qu'il était, mais en tout cas j'étais content. Je retrouvais une équipe que je connaissais très bien et avec qui on écrira ensuite une belle aventure en cours. Donc j'étais content d'y retrouver parce que mine de rien j'avais énormément appris avec eux pendant ma période de césure. J'ai rencontré des personnes là-bas qui étaient extrêmement intéressantes et enrichissantes. Et donc le retour il s'est fait très naturellement. J'ai retrouvé vite mes marques. Il y avait quelque chose, ça avait évolué mais sans devenir complètement différent de ce que j'avais connu. Et ça restait un élément extrêmement formateur où il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait assez peu de moyens par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans les boutiques M&A, même dans n'importe quelle boutique M&A. Et donc, encore une fois, ça a été vraiment une étape de vie extrêmement formatrice parce que beaucoup de choses à faire par soi-même, parce que la nécessité de prendre des risques, de prendre son téléphone, d'appeler les gens, de discuter avec eux, d'aller dans le dur, quoi. Alors, on était en 2009, 2009-2011, c'est MK Finance. Ouais. Et puis, on va ouvrir, Marc Hérisson, le deuxième chapitre de votre histoire. Il y a une première rupture qui survient dans votre vie professionnelle en 2011, alors que vous n'avez pas encore 30 ans. Non. Vous décidez, pas seul, mais avec deux autres banquiers de MK Finance, Mathieu Lemel et Jacques-Henri Riem, de fonder votre propre banque d'affaires. Ce sera la Financière Monceau. Pourquoi ce choix? Alors déjà, on était 4 au départ. Il y avait Sébastien Mathieu également, qui était également chez MK Finance. Pourquoi ce choix? En fait, on était extrêmement exposés. Enfin, voilà, moi, je suis rentré des États-Unis, mon premier job, et j'avais le titre de directeur, ce qui peut faire beaucoup sourire dans ce métier-là. Et j'étais directement en contact avec des dirigeants d'entreprise, avec les avocats, avec les fonds. Je gérais mes dossiers de A à Z en arrivant. Et donc, voilà, finalement, on a rencontré beaucoup de personnes. Et à un moment donné, à fréquenter des entrepreneurs, on peut vite prendre le virus. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans la vie, il faut quand même savoir ce qu'on a envie de faire et comment on veut le faire. Et je pense que tous les 4, on savait ce qu'on voulait faire, mais là où on le faisait, c'est pas exactement comme nous, on voulait le faire. Et on a été encouragés par nos clients,
respectifs, parce qu'il y a beaucoup d'intuitus personnels dans ce métier. Mmh. On a été encouragé par certains avocats qu'on croisait souvent, avec lesquels on travaillait, même par certains petits investisseurs de l'époque, pour prendre notre envol. Et donc, à un moment donné, c'est posé la question de savoir, voilà, est-ce qu'on le fait? Et pourquoi on le fait? Et donc, à l'époque, donc moi, en 2011, j'avais 26 ans. Je venais juste de fêter mes 26 ans. Mathieu et Jacques en avaient 28. Sébastien devait en avoir 27. Pas marié, pas d'enfant. Finalement, on n'avait absolument rien à perdre. On avait le droit d'échouer, ce qui est extrêmement important. Et donc, on a décidé de le faire aussi parce qu'on était plusieurs. Et donc, ça permettait aussi de glisser les éventuels risques d'activité. Et on a décidé de le faire parce que si on n'avait pas essayé, on n'aurait jamais su si on était capable. Donc, on s'est lancé, c'était le fruit d'une décision. Pour l'anecdote, on faisait un road trip aux États-Unis avec Mathieu, avec quelques copains, au mois de mai 2011, où ça commençait à bien nous trotter dans la tête et la décision était proche. Notre road trip avait été d'ailleurs bien animé par la mise en examen de DSK. C'était les prémices aussi de choses assez rigolotes. Et pendant ce temps-là, nous, on a acté le fait qu'on avait envie d'essayer et que c'était le moment pour le faire. Alors, vous aviez entre 26 et 28 ans quand vous prenez cette décision. C'est jeune, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, on n'a pas forcément le plus grand réseau sur la place, même si vous aviez eu l'occasion d'échanger avec des clients et des avocats. Comment on fait concrètement pour créer d'abord et développer ensuite une banque d'affaires à ce jeune âge? Alors c'est vrai que personne ne nous attendait. Clairement, on était vraiment pas attendu au tournant comme banquier d'affaires. On nous a pas prédit un grand succès. À l'inauguration en octobre 2011, je peux encore entendre certaines personnes prédisant notre mort rapide en dégustant notre champagne. Mais j'étais toujours là aux 10 ans, donc a priori, on n'est pas rancunier, normalement. En fait, comme je disais tout à l'heure, on a la chance qu'on a eue dans notre expérience chez MK, c'est qu'on a tout de suite été extrêmement exposé à des dirigeants, donc à discuter avec des dirigeants, à les convaincre de nous faire confiance. On a tout de suite été exposé à l'écosystème, qui encore une fois était beaucoup moins développé qu'il l'est aujourd'hui, beaucoup moins processé, etc. Et donc quand on est parti, on n'est pas parti complètement de zéro, on était plusieurs, on avait des sujets en cours, on avait on est parti quand même avec quelque chose qui nous permettait d'avoir suffisamment confiance en fait qu'on allait y arriver. Et après, je pense que dans toute expérience comme celle-ci, on savait où on voulait aller, on savait qu'il fallait être patient parce que c'est un métier dans lequel on peut pas griller les étapes. On savait qu'on devait démontrer au marché qu'on travaillait extrêmement bien. Donc on a mis beaucoup d'attention sur la qualité de nos process, sur la qualité de la doc, pour être irréprochable, parce qu'on savait qu'au premier écart, on allait se faire, c'était le risque de mort. Et finalement, on a eu une forme de chance en trouvant des clients qui nous ressemblaient, des clients plutôt jeunes, qui avaient des projets d'ambition, qui avaient envie de nous faire confiance, parce que peut-être qu'on leur ressemblait un peu plus que le banquier lambda de l'époque, et qu'on a accompagné en fait, qu'on a grandi avec eux, donc on a su élever notre jeu, on a su structurer la société pour pouvoir les accompagner. C'est encore un fil conducteur aujourd'hui dans la stratégie, dans le développement. Et ça a été un élément extrêmement important. Je pense que l'humilité aussi, dont on a fait preuve, a été un élément, un élément de succès, de succès de ce qu'on a pu développer. Parce qu'on n'a jamais crié sur les toits, on n'a jamais fait les malins. On a bossé, on a baissé la tête, on a travaillé, on a montré, on a su prendre des risques en prenant des mandats un peu compliqués que les autres voulaient pas et on les a sortis. Et puis on a su s'entourer. Puisqu'une des premières choses que l'on a faites, c'est mettre en place une équipe de senior advisors qui existe toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, les senior advisors qui nous ont fait confiance à l'époque sont pas encore là. Leur rôle a beaucoup changé par rapport à ce qu'on en attendait et la raison pour laquelle ils étaient là à l'époque. À l'époque, on les avait mis autour de nous pour avoir des cheveux gris, pour avoir leur réseau, et pour avoir des gens qui puissent nous relever la tête du guidon et nous faire regarder un peu plus loin que le bout de notre nez quand on est jeune et qu'on essaie de tout faire en même temps. Parfois, on perd un peu de vue l'objectif. Et donc tout ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi à les garder et on a réussi à se développer gentiment, je pense plus lentement que nombre de nos confrères, mais dans un mode qui nous convient à nous.
Le nom Financière Monceau, j'imagine qu'il vient de la localisation de vos bureaux ou c'est autre chose? C'était pas le premier nom. Racontez-nous. C'était pas le premier nom. Le premier nom, alors, j'ai dit tout à l'heure, j'avais hésité entre la finance et le marketing. J'ai bien fait de faire de la finance. Voilà. Non, le premier nom, c'était Hermès Corporate Finance. Joli. C'est sympa. Mais ça n'a pas plu à Hermès. Voilà. On avait fait les choses, mais on avait fait les choses dans les règles de l'art. Hein. Et si vous regardez sur société.com, des Hermès Finance, il y en a à l'appel. Sauf que nous, on avait déposé à l'INPI, on avait tout fait, on avait déposé les marques, les logos, etc. Et quelques jours après qu'on se soit installés, à l'époque, on était au 45 rue de Courcelles, on a reçu un joli courrier d'avocat. Quand on a vu le nom de l'avocat, on s'est dit que on avait sans doute autre chose à faire que de passer 100% du capital social dans des frais d'avocat pour essayer de défendre quelque chose. Donc on a gentiment dit oui, on va changer de nom. Et donc on a trouvé ce nom de Financière Monceau parce qu'on était à côté du parc Monceau, à l'angle de la rue de Monceau. Et puis que Financière, c'était bien. Et ce qui est extraordinaire avec ce nom, c'est que très souvent, et même encore aujourd'hui, quand on en parle et qu'on dit qu'on était Financière Monceau, des gens disent, mais oui, mais je me souviens de vous, ça fait 25 ans, 30 ans que vous existez, etc. Et bien évidemment qu'on n'y est pas à l'époque. Mais c'était assez marrant. Alors, si vous deviez résumer l'histoire de la Financière Monceau, justement, entre 2011 et 2022, qui sera un autre tournant, on va en parler après, en 3 dates clés, cela serait lesquelles? Je dirais que la première, c'est 2014. 2014, parce qu'en fait, quand on regarde, on a immatriculé la société en septembre 2011. Et si vous vous souvenez bien, septembre 2011, c'était la crise de la dette. Donc il y avait déjà un petit... le robinet était quand même bien fermé sur les financements, donc c'était pas un moment extrêmement facile pour le métier du M&A. Si vous vous souvenez bien encore après, 9 mois après, en mai 2012, on a eu un nouveau président. Qui nous portait pas en très haute estime et qui nous le monde de la finance. Voilà, et qui nous a pas beaucoup aidé à rentrer des nouveaux mandats pendant l'année 2012 et même un bout de 2013. Donc ça a été une période qui a été extrêmement complexe, extrêmement tendue en termes de deal flow, bien évidemment. Dont on s'est sorti, notamment parce qu'on avait un client avec lequel on faisait pas mal d'opérations d'acquisition dans le secteur de la santé. Et donc, via Mathieu, mon associé, ça nous a bien sauvé les fesses. Et en fait, 2014, pourquoi première date importante? Parce que ça a été une forme de renaissance. Parce que le mouvement des pigeons avait réussi à faire comprendre que l'entrepreneur était pas la pire espèce qui existe sur Terre, et qu'avoir des entrepreneurs qui étaient successful était aussi le signe d'une économie qui fonctionnait plutôt pas mal. Et donc à partir de ce moment-là, le marché s'est dégrippé, on a pu refaire des opérations et on a vraiment eu un vrai départ sur lequel on a pu enchaîner les opérations, commencer à structurer l'équipe à mieux, et ça a été in fine, ça a été la vraie naissance de la société. 2014. Deuxième, c'est 5 ans après, fin 2019. Là, on a bien grossi. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on avait bien grossi. On était en train de se séparer d'un des associés historiques, Sébastien. On a fait rentrer un autre en parallèle, mais tout ça marchait pas. Il y avait beaucoup de signaux qui montraient qu'on avait construit sur quelque chose qui n'était pas suffisamment solide pour la suite. Donc il y a eu une grosse remise en question de notre part du côté de Jacques-Henri, Mathieu et moi. Si bien que fin 2019, on a lancé un audit avec un consultant externe pour comprendre qui on était, quelle était l'image qu'on renvoyait au marché, qu'on renvoyait en interne auprès des collaborateurs. Et donc c'est vraiment un exercice qui est pas simple, parce que on entend du marché, de clients, de prospects, de l'écosystème, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ou même de son équipe, sur des choses qu'on a mis en place qui marchaient pas, mais qu'on voulait pas admettre. En même temps, on était jeunes, on apprenait aussi en marchant, donc on fait des erreurs. Et cet exercice, il a été génial, parce que ça nous a mis une bonne tarte sur chaque joue, et ça nous a remis dans le droit chemin. Le Covid est arrivé ensuite, et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours été extrêmement prudent dans la gestion du cash de la boîte.
où c'était stressant le Covid, c'est sûr, mais on n'avait pas de stress de ce côté-là. Et donc, en fait, on a passé beaucoup de temps à structurer la société et à mettre en œuvre le plan qu'on avait écrit. Un plan à 4 ans qu'on avait écrit. Il fallait investir, il fallait mettre des choses en place, des process en place. Et en fait, pendant la période du Covid, on a eu le temps de le faire. Si bien que quand le Covid est sorti, j'ai envie de dire qu'on avait quasiment fait balle neuve, qu'on était prêt à repartir. On avait recruté des nouvelles personnes qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui. Et ça a été, 2019, cette fin 2019 a été vraiment un tournant sur la structuration de l'équipe. Et sur la suite, sur ce qu'on est devenu ensuite. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en 2019, dans cet audit, qu'on s'est rendu compte que on avait un actif qu'on n'utilise absolument pas, qui était Translink, qui était, ça faisait 2 ans qu'on était dans l'écosystème, ça faisait 2 ans qu'on était le représentant exclusif de la France, mais on l'utilisait pas, on l'utilisait mal. Et donc, notamment à l'initiative de Mathieu, on a fait évoluer des gens en interne pour mettre en avant ça. Et donc, ça nous amène sur la 3e date importante, qui est 2022, qui est effectivement le changement de nom, qui était en fait une suite logique de l'aventure. Je disais tout à l'heure qu'on a grandi avec nos clients, et c'est une réalité. Nos clients, ils ont grandi, ils ont grossi. Leur problématique, elle est devenue non plus seulement française, mais européenne ou plus. Et il était extrêmement important pour nous de pouvoir les accompagner sérieusement et correctement à l'international. On va parler évidemment de Translink, mais avant ça, on va revenir sur la période 2017-2022, puisque vous devenez membre de ce réseau Translink Corporate Finance en 2017, et même si vous n'en avez pas tiré au départ tous les bénéfices, pourquoi cette décision au départ de rejoindre ce réseau, et qu'est-ce qui vous a apporté, ou peut-être pas assez apporté, pendant cette première période? En fait, la décision, encore une fois, c'était la logique des choses, d'avoir cet atout-là, cette carte-là. Très vite, en fait, on se rend compte sur le marché que quand on va pitcher des sociétés d'une certaine taille, et même si c'est absolument pas justifié, le sujet de l'international vient sur la table. Alors vous avez c'est plusieurs manières d'y répondre. Vous pouvez dire, écoutez, moi je sais prendre mon téléphone, appeler un acheteur américain, appeler un acheteur allemand, appeler un acheteur anglais. La réalité, c'est que ça marche moyennement bien quand même. Mais bon, on essayait de se convaincre que c'était possible à l'époque. Et donc on a très vite essayé de rentrer dans les réseaux existants. Mais ils nous ont gentiment dit, bon les enfants, retournez jouer dans votre cour de récré. Et donc en 2015-2016, on s'est dit, puisqu'on veut pas de nous dans quelque chose qui existe, on va créer quelque chose. Et donc on a créé un embryon de réseau qui s'appelait Edge Corporate Finance, avec un partenaire allemand avec lequel on avait noué des liens intéressants, avec un partenaire anglais avec lequel on avait noué des liens intéressants. On avait créé on avait un site web, on avait déposé la marque, on avait créé des accords de partage de feed, des accords d'engagement sur comment traiter les dossiers, comment ça se passait, ce qu'on attendait les uns des autres. Et on avait fait le lancement de ce réseau en grande pompe, entre guillemets. Je crois que c'était fin 2016, si je dis pas de bêtises, ou milieu 2016. Et ce qui est génial, c'est que fin décembre 2016, je reçois un premier email du board de Translink, un deuxième email, un troisième email. Au troisième email, je me dis, bon, je vais quand même par politesse répondre et les rencontrer. Et donc, on les a rencontrés au premier trimestre 2017. Et après, en fait, on a une décision qui est extrêmement simple, même si elle est compliquée d'un point de vue, on va dire, affectif, mais c'est de dire, c'est soit je rejoins quelque chose qui est établi, qui fonctionne depuis 45 ans, soit je mesure le temps et les efforts nécessaires que je dois mettre pour arriver à leur niveau. Bon. La décision, elle a été dure moralement de dire à nos partenaires, écoutez, on était à l'initiative, mais dans l'intérêt de la société, il fallait rejoindre Translink. Donc on les a rejoints à ce moment-là. Alors précisément, vous pouvez représenter le réseau Translink. Qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Bon, le réseau, vous allez recevoir des courriers véhéments de la part du board de Translink pour utiliser ce mot, mais c'est pas grave. Je vais plus le dire alors. Mais en français, en fait, il n'y en a pas beaucoup d'alternatives, donc on va faire avec. Je cherche toujours, mais on va faire avec. En fait, Translink aujourd'hui, donc ça existe depuis 1972. Donc c'est vraiment très ancien sur le marché du M&A. C'est un ensemble qui est constitué de 30 boutiques M&A indépendantes montées par des entrepreneurs qui ont tout un trait commun, c'est qu'elles ont dès le départ eu ce tropisme très fort vers les deals cross-border. À l'époque où Roland Schutt, qui est donc le fondateur Translink, a monté Translink,
L'objectif, c'était de faire des deals cross-border entre les US et l'Europe. Donc à l'époque, il prenait le Concorde, il allait à New York, il signait son deal, il revenait en Concorde. Voilà, c'est autre temps, autre mœurs. Ça devait être assez sympa quand même. On va pas se mentir. Donc aujourd'hui, c'est 30 équipes qui couvrent 35 pays. Donc sur les 5 continents, LATAM, Amérique du Nord, Europe, Asie et Afrique du Sud et Océanie. On est un peu 400 banquiers. On fait uniquement du M&A sur une taille de deal qui va de 10 à 250 millions, du sell side, du buy side, de la levée de fonds. Et on a aujourd'hui 7 industries groupes, donc c'est des groupes d'expertise sectorielle qui nous permettent en fait de leverager nos connaissances locales et nos connaissances sectorielles en mettant en commun des réflexions, en mettant en commun des analyses, des opportunités et autres. Alors en 2022, c'est le 3e chapitre de votre histoire, Marc Hérisson, puisque il y a le changement de nom dont vous avez parlé. La Financière Monceau devient TransLink Corporate Finance France, donc elle s'intègre pleinement dans cet ensemble, qui n'est pas un réseau, mais un ensemble. Je reprends votre mot, et vous en êtes effectivement le représentant exclusif en France. Exactement. Quelles sont les relations entre l'ensemble TransLink Corporate Finance au niveau mondial et la franchise au niveau du pays français? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est tous indépendants. C'est-à-dire que le capital aujourd'hui de TransLink France reste détenu par ses associés et des senior managers, tout comme le capital de TransLink UK est détenu par les associés de TransLink UK, etc. En revanche, les équipes sont actionnaires d'une entité commune, qui est une filiale commune, in fine, qui détient les moyens généraux, qui détient le SI, qui détient le CRM, qui détient la marque et le personnel qui anime au quotidien l'ensemble des bureaux à travers le monde, qui fait en sorte que ça fonctionne bien, qui fait en sorte qu'il y ait plus de deal flow, qui fait en sorte qu'il y ait plus de deals. Donc la relation, elle est dans ce sens-là, ce qui nous permet d'avoir nous localement en fait une autonomie totale et complète sur les dossiers qu'on veut choisir et qu'on ne veut pas choisir. En revanche, quand il s'agit d'un dossier cross-border, que ce soit un dossier sell-side ou un dossier en buy-side, à partir du moment où ce dossier est validé par cette entité commune et par le board, dont j'ai la chance de faire partie depuis maintenant quasiment 2 ans, les pays qui sont assignés à ce dossier ont l'obligation de travailler dessus. Alors c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat, mais il y a une obligation. Et en fait, cette obligation, elle crée des réciprocités associées avec un partage de fees qui est très clair, quand même le nerf de la guerre, associé au fait que tout le monde s'entend vraiment très bien. C'est parmi les raisons pour lesquelles ça fonctionne. C'est qu'en fait, on sait exactement à quoi ça ressemble. On sait que parfois on va travailler sur des dossiers qui sont un peu plus compliqués, sur lesquels on va pas avoir beaucoup d'input intéressants. Mais en revanche, on sait que nous aussi, on met des dossiers et qu'on demande à des pays de travailler sur des dossiers sur lesquels ils doivent se dire, mais c'est français. Voilà, c'est français, ils nous fatiguent avec leurs dossiers, ça nous amuse pas. Mais c'est pareil, en fait, c'est juste un équilibre dans le temps, qui fait que les choses fonctionnent très bien. Et puis, vraiment, on s'entend bien. Je pense que la grande différence avec d'autres, avec des Big Four, c'est que nous, on est vraiment, c'est vraiment dans l'ADN de chacune des maisons qui constituent TransLink que de faire ces opérations de cross-border. C'est pas une punition que de le faire. C'est pas parce que c'est le chef qui a demandé de faire le truc. C'est naturel. Et c'est ça qui fait qu'on performe sur ce sujet. Vous en parlez tout à l'heure, le paysage des M&A en France, il a beaucoup évolué et il est beaucoup plus concurrentiel aujourd'hui qu'il l'était en 2011 au moment où vous avez créé la Financière Monceau. Quelles sont les principales différences entre TransLink France et les autres acteurs qui existent sur la place parisienne aujourd'hui? Déjà, on en parlait il y a pas longtemps avec Jacques-Henri et Mathieu, et on se posait la question de savoir si on le referait aujourd'hui. C'est une bonne question à se poser, et on est assez rapidement arrivé à la conclusion qu'on ne le referait pas. Parce que la concurrence est démentielle. Ce qui différencie l'équipe TransLink, je pense que d'une part, c'est de là d'où on vient, qui a finalement forgé un certain nombre une manière de travailler, une manière d'appréhender les choses, qui est très différente de ce qu'on peut retrouver chez certains confrères. On a la chance ou la malchance, ça dépend comme on a envie de le voir, de ne pas avoir été moulé dans des grandes maisons de M&A ou d'audit, et donc finalement on l'a fait à notre manière. Alors ça plaît ou ça déplaît, mais en tout cas c'est notre manière de faire les choses.
et nos clients s'y retrouvent, parce qu'on a des clients qui nous ressemblent in fine. Et donc on a toujours eu une très forte envie d'être très impliqué dans nos processus. Alors, tout le monde le dit, ça ne peut se mesurer qu'à la fin. Donc c'est très compliqué comme argument commercial. Donc ça peut se vérifier en échangeant avec d'anciens clients. Mais c'est une réalité, c'est que c'est ça qui est marrant, c'est de voir évoluer un processus, c'est de voir les hauts et les bas, la psychologie d'un deal, de pouvoir être là. Et puis finalement, vu notre positionnement, il y a des choses qui sont extrêmes, c'est qu'on est, je pense, très pédagogue avec nos clients. D'une part parce qu'on est extrêmement accessible à tous les niveaux de l'équipe, de l'analyste, voilà, il n'y en a pas un qui pense être plus intelligent que l'autre, et moi, nos clients, ils nous apprennent des tonnes de choses au quotidien, et nous, on adore leur apprendre des choses, mais intelligemment. Et ça, ce partage, cette pédagogie, il est clé quand on est principalement positionné sur des opérations primaires, ce qui est notre cas. Et donc ça, je pense que c'est une des grandes différences. Après, il y a bien évidemment l'international, notre capacité à projeter des deals en cross-border, avec avec un très beau track record, plein de petites médailles qu'on peut mettre autour du cou pour démontrer que c'est pas simplement un argument marketing. Et typiquement, aujourd'hui, quand on va pitcher une société et qu'on est capable de mettre 10 pays dans une visio pour venir parler du sujet dans leur géographie, ce qui s'est passé, pourquoi cet acquéreur il est pertinent et pas un autre, il y a vraiment un effet waouh chez le client qui se dit ok, ça c'est pas juste une carte du monde avec des noms qui ont été posés dessus, ça existe. Donc ça c'est très différenciant. Je pense que nos expertises sectorielles aussi qu'on a su développer avec le temps, on s'est très rapidement dit avec Jacques-Henri et Mathieu qu'il était important, si on voulait monter en termes de taille de deal et accompagner nos clients, qu'on arrive à décrypter les business models particuliers, à créer un écosystème, un réseau de connexion dans le secteur pour être plus rapide dans la compréhension des business, plus rapide dans la sollicitation des contreparties potentielles, et puis surtout avoir les oreilles un peu tendues pour savoir ce qui se passe. Donc ça a été, je pense, aussi clé dans notre capacité à continuer à grandir. Je reviens sur l'une des autres caractéristiques de Translink, c'est votre implantation régionale. Ouais. Vous avez un bureau principal à Paris avec une quinzaine de banquiers, mais vous avez aussi un autre bureau à Bordeaux. Ouais. Alors, 2 questions. Pourquoi Bordeaux? Et quels sont les avantages de cette présence en région? Alors nous, on voit pas ça comme une implantation régionale. Ça n'a pas été, et c'est pas notre stratégie d'avoir des implantations régionales. Jacques-Henri vit à Bordeaux depuis 20 ans. Et donc, bien évidemment, quand on a créé la société, on lui a pas demandé de venir habiter à Paris avec femmes et enfants. Donc, il est resté à Bordeaux. Après, c'est sûr, et les équipes de Bordeaux et Paris travaillent indifféremment avec des associés à Paris et à Bordeaux. Enfin, c'est complètement transparent, et il y a pas une équipe à Bordeaux, une équipe à Paris, et puis Bordeaux ils font des deals bordelais et Paris fait des deals parisiens. Mais bien évidemment que d'être dans le paysage bordelais, qui est quand même une place extrêmement active, et dans le sud-ouest plus largement, c'est un atout qui est très important, puisqu'il y a beaucoup de deals là-bas. Il y a des dirigeants qui préfèrent aussi quelque part la relative discrétion de la place bordelaise versus la place parisienne pour traiter leur dossier. Donc ça, c'est important. Donc on en bénéficie. Mais c'est pas une stratégie chez nous que d'ouvrir un bureau à Marseille, un bureau à Lyon, un bureau à Lille. Est-ce qu'en interne, il y a des possibilités de rotation pour les juniors ou pour les banquiers de tout âge qui aimeraient aller un peu à Bordeaux? C'est la mode en ce moment. C'est la mode. On n'a pas eu de demande. On a des programmes d'échange au niveau de Translink. Donc là, c'est un peu plus loin. Et on devait accueillir un associate de l'équipe anglaise en début d'année. Mais étant donné que nos amis d'outre-Manche ont décidé de quitter l'Union européenne, c'est très compliqué de faire venir des travailleurs détachés en France. Donc on a dû abandonner le projet. Ça reviendra peut-être sur la table. Peut-être que demain, quelqu'un nous dira je vais aller bosser en Espagne pendant quelques temps. Faut dire que le bureau à Barcelone est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, entre Paris et Bordeaux, on n'a jamais eu de demande. On a des collaborateurs qui passent parfois, qui vont dans les bureaux là-bas parce qu'ils ont envie de passer quelques jours ensuite sur la côte. Ça se fait de manière extrêmement, maintenant avec le télétravail, avec tous les outils qu'on a, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Translink est positionné sur les segments small et mid cap. Quelles sont les particularités des segments small et mid cap par rapport au large cap? Est-ce que le conseil est différent? Alors, j'ai presque envie de dire que les particularités viennent à réduire avec le temps, à mesure que ce marché se professionnalise.
On l'a vu arriver ces derniers temps avec les VDD, qui était un truc qui n'existait absolument pas sur le small cap ou le lower mid cap ou le SMID cap, on l'appelle comme on a envie. Quand on a commencé, ça n'existait pas une VDD. C'était réservé vraiment au vrai mid cap ou au large cap. Aujourd'hui, quand il n'y a pas une VDD, ça pose la question à tout le monde pourquoi il n'y a pas de VDD. Ça semble être c'est l'anomalie. Mais ce qui différencie quand même principalement ces marchés-là, c'est que sur une opération small et mid cap, on est quand même très en lien avec le client. Donc on est au cœur de la psychologie du deal. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est c'est ce qui aujourd'hui me plaît le plus, c'est d'être dans ces moments de haut et de bas, ce roller coaster d'émotions avec le client, de savoir le rassurer dans les moments de doute, de savoir de savoir un peu tempérer les ardeurs quand tout va bien. Et je pense qu'on a plus ce rôle-là dans le small et le mid, aussi parce que les clients sont moins éduqués. C'est pas péjoratif, mais ils sont moins éduqués à ce qu'on fait, à tous les termes, à toutes les problématiques et tous les enjeux. Donc on a vraiment un rôle clé de conseil au sens très large, bien évidemment sur les aspects financiers du deal, sur la structure du deal, sur le process, mais aussi sur la gestion des émotions quelque part d'une opération. Et ça c'est génial. Très fatigant, mais génial. Au-delà du conseil M&A, Translink réalise aussi des conseils sur des opérations de financement, ouais. À la fois en equity, avec ce qu'on appelle des levées de fonds, et en dette. Pouvez-vous nous présenter ces activités qui sont finalement assez complémentaires de ce que vous faites sur la partie M&A? Sur la partie dette, en fait, on n'a jamais vraiment marketé cette offre qui pourtant existe chez nous depuis bien longtemps, puisque toutes les opérations de LBO que l'on a faites depuis qu'on existe, c'est nous qui avons structuré les financements. Et on l'a fait avec tous les outils. Alors là encore, le marché s'est extrêmement professionnalisé, développé. On a fait tout ce qui existait à peu près sur le marché sur ces sujets-là. Donc, et notre point de vue sur cette practice-là, c'est que c'est une practice qui sur les montages LBO, puisqu'on parle principalement de ça, est très intéressante et pertinente quand elle est menée de pair et de front avec la partie equity. Parce qu'on a finalement une vision 360 de l'opération, des enjeux, que ce soit sur le deal primaire ou sur les éventuelles acquisitions qui doivent être faites par la suite. Sur la partie levée de fonds, c'est quelque chose qu'on a redynamisé avec l'arrivée de Tanguy Duchesnay, qui nous a rejoint en 2021 en provenance de chez EY, et qui est arrivé avec dans ses cartons une belle expertise sur le secteur de l'énergie et de l'environnement, qui est un secteur qui en termes de typologie de société est encore relativement jeune, et donc avec énormément de sociétés qui sont à la recherche de fonds pour croître, et avec beaucoup de fonds d'investissement qui pour le coup se sont mis sur ce segment de marché, fameux fonds impact et autres. Et donc on a bien redéployé cette activité notamment avec lui sur des opérations entre 5 et 50 millions de levée de fonds, avec des beaux succès et avec pas mal de sujets en cours d'ailleurs de levée de fonds en ce début d'année. Quels sont maintenant les principaux axes de développement pour Translink en France? Déjà, aujourd'hui, notre premier enjeu, c'est de faire grandir notre équipe. On a une belle équipe, ils nous ont fait confiance déjà, et on s'est fait confiance mutuellement. Et donc là, l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que les plus seniors deviennent nos associés de demain. Donc de leur mettre le pied, ou les pieds d'ailleurs, à l'étrier, pour qu'ils commencent à originer des deals, qu'ils commencent à parfaire leur palette de banquiers d'affaires sur la partie origination. Et donc ça, on le fait en les mentorant sur leur activité, en leur mettant à disposition aussi nos senior advisors, qui sont des apporteurs d'affaires et qui sont des gens qui peuvent aussi partager des savoir-faire sur leur métier. Et donc ça, c'est un des axes de développement qui est très fort, ce qui doit nous permettre ensuite de pouvoir faire évoluer toute la pyramide de la société, donc de recruter des nouveaux analystes, de faire monter ceux qui sont là, etc., et puis d'avoir plus de deal flow pour nourrir tout ce beau monde. Bien évidemment, on est dans un marché qui a quand même été bien secoué là, fin 23, début 24. Donc on reste très à l'affût et à l'écoute des potentiels recrutements. L'objectif, ça serait de pouvoir ajouter idéalement une nouvelle practice sectorielle sur laquelle on peut avoir aujourd'hui des tombstones, mais sur laquelle on n'a pas suffisamment de track record pour pouvoir raconter une histoire et pouvoir être vraiment là où on veut être en termes de crédibilité.
Donc ça, on a un regard et on a un œil, bien évidemment, sur ce sujet-là. Et puis après, on n'est pas non plus complètement étranger à tout ce qui se passe en termes de consolidation du secteur. Donc on regarde des équipes aussi qui pourraient nous rejoindre avec des savoir-faire complémentaires, que ça soit vraiment une équipe de dette, que ça soit une équipe qui pourrait venir compléter un positionnement de marché. Voilà, on est très à l'écoute aujourd'hui. Marc Hérisson, j'aimerais vous poser quelques questions sur le métier de banquier d'affaires et votre rôle aussi de banquier d'affaires au sein de Translink aujourd'hui. La première, elle est très simple. C'est quoi un bon banquier d'affaires aujourd'hui? Je pense qu'un bon banquier d'affaires aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement à l'écoute du besoin du client, de sa problématique, de son pain point, qui doit savoir aussi bien synthétiser les enjeux et les prioriser, qui a une forte capacité à convaincre et qui a du sang-froid. Une belle description. En quoi votre rôle de banquier d'affaires, justement, il a évolué entre aujourd'hui et les premières années de la financière Monceau? Je pense que quand on a créé la société, si on parle vraiment du rôle de banquier d'affaires, ou si on parle de notre rôle dans la société, sous quel angle vous voulez Les deux. Les deux nous intéressent. Les deux vous intéressent. Je pense que le rôle, encore une fois, le marché s'est énormément professionnalisé et c'est vraiment complexifié sur le segment small et mid. Il y a beaucoup plus d'informations à traiter. Il y a beaucoup plus d'options possibles sur le marché. Vraiment, je pense qu'en France, on a vraiment de la chance et les entrepreneurs ont de la chance et c'est pas suffisamment dit et véhiculé. Mais on a vraiment un écosystème qui est extraordinaire pour aider les entreprises à se développer. On a déjà toute la palette des fonds d'investissement possibles et imaginables. Quand je le compare à ce qu'ont nos confrères et nos associés dans Translink, dans leur pays, on a vraiment de la chance. Et il faut savoir utiliser. Donc, ça amène de la complexité dans les choix, dans les décisions, dans les montages, dans les réflexions. Donc, il faut cette grosse capacité d'analyse et de synthèse. Et du coup, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la capacité d'emporter la conviction du client en lui disant, c'est cette option qui est la meilleure face à une autre. Et ça, c'était quand même, je pense, plus simple parce qu'il y avait finalement moins de choix par le passé. Et puis quand on voit la multiplicité des intervenants sur une opération aujourd'hui, et qu'importe la taille, c'est pareil, ça fait des flux à gérer, des négociations à gérer dans tous les sens qui étaient quand même beaucoup plus faciles. J'ai l'impression de parler comme un vétéran, c'est frustrant. Mais ça a beaucoup évolué, je pense, au cours des dernières années et les enjeux marketing. Aujourd'hui, un banquier d'affaires, il passe son temps, il passe une partie non négligeable de son temps à faire du marketing, de la communication, de la promotion de sa marque pour attirer des talents. Comme aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est sûr. Mais je veux dire, c'est une évidence. Comme à mettre en avant son équipe, ses savoir-faire. Ce qui était moins le cas avant, on était dans un marché, je pense, où il y avait plus de bouche à oreille et c'était un marché un peu plus feutré. Voilà, aujourd'hui, il y a des gros moyens de communication, il faut exister, il faut faire savoir, crier plus fort parfois que son voisin, etc. Donc ça a beaucoup évolué. Vous êtes aussi responsable du pôle TMT au sein de l'ensemble Translink Corporate Finance. Quelles sont globalement les grandes expertises sectorielles de l'ensemble et plus spécifiquement vos fonctions dans le cadre de ce rôle? On a un très gros track record au niveau de Translink global sur tout ce qui est SaaS et tout ce qui est IT Services. On a, à travers les géographies et à travers les époques, traité un nombre significatif d'opérations dans le secteur. Ce qui nous permet d'avoir à la fois des réflexes sur la compréhension des bons KPI qui vont bien sur chacun de ces métiers et chacune de ces sociétés, et puis surtout un réseau de contreparties et d'acteurs du milieu qui est extrêmement vaste et géographiquement très très large. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est très fort et qui d'ailleurs dans ces dernières années sous l'impulsion du groupe TMT ont conduit à la création d'un indice de valorisation sur le SaaS qui est très centré sur les sociétés européennes small et mid cap avec 60% de l'indice qui est composé de sociétés européennes, 30% d'américaines et puis 10% de rest of the world. Et ça, on l'a fait parce que finalement les autres indices qui existent, il y en a à l'appel, mais ils sont très large cap et américaines.
Et donc, ça crée un tout petit biais sur les valorisations qui nous complexifie un peu la tâche dans les discussions avec nos prospects en pitch. Voilà. Donc on a créé cet indice. D'ailleurs, l'update du Q1 2024 va très bientôt sortir. Et on a fait la même chose sur le secteur des services IT. Donc le premier a été communiqué. Le premier sur le Q1 2024 a été fait il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, il y a une infographie qui vient de sortir sur LinkedIn aujourd'hui. On ira regarder ça. Et donc le job, en fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que on est 27 banquiers d'affaires dans le groupe TMT aujourd'hui, dans Translink. On se parle tous les mois dans un monthly call qui a pour objectif de tracer finalement des tendances sur les activités qu'on voit dans nos pays respectifs, de voir les deals qui se font, les valorisations à laquelle ça se traite, qui est un sujet chaud aux US, qui va peut-être devenir un sujet chaud en Europe ou dans les Nordiques parce qu'ils sont très en avance sur les sujets techno. Et donc on regarde ces tendances pour anticiper un petit peu comment les choses vont évoluer sur nos marchés respectifs. On crée du contenu, donc ces fameux rapports. Et notre objectif, il est aussi de créer des opérations de A à Z, parce que quand on a connaissance d'une opportunité d'une société à vendre, je sais pas, en Finlande, et qu'on sait qu'il y a un des gros acteurs français qui cherche à se renforcer dans les Nordiques, bah ça nous permet d'avoir des angles pour discuter avec ces différents interlocuteurs. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant, qui prend du temps à animer, parce qu'il faut mettre tous c'est l'Europe des 27, hein, même s'il y a des gens qui sont en dehors de l'Europe, il y a beaucoup de monde, il faut les mettre autour d'une table, il faut les faire avancer. C'est passionnant, c'est épuisant, mais ça donne des résultats hyper sympathiques quand on est capable d'aller pitcher à 10 une société, de démontrer qu'on est vraiment des insiders du secteur, c'est hyper plaisant. Vous avez parlé précisément des entreprises SaaS, du secteur du logiciel. Il y a eu quelques petites secousses depuis 2022 dans la tech française, et en particulier sur ces modèles SaaS, ouais, avec des difficultés aussi à trouver du financement, et puis un impact évidemment sur les valorisations. Pourtant, ça reste aujourd'hui un secteur à la fois prometteur et dynamique. Pourquoi, et quels sont les principaux leviers de ce secteur? En fait, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit on se dit que le marché il a énormément souffert ces dernières années, soit on se dit que c'était l'euphorie, que c'était n'importe quoi entre 2020 et 2022. Et quand on regarde d'une manière un peu statistique et analytique les données, la réalité c'est que c'était n'importe quoi entre 2020 et 2022. Bon, tout le monde en a profité, les vendeurs, les banquiers, les fonds, les avocats, donc on va pas non plus cracher dans la soupe, mais c'était une anomalie liée à une conjoncture, la sortie du Covid, qui avait des besoins digitaux, l'argent gratuit. Voilà, c'est un élément conjoncturel, ça a créé une énorme bulle, beaucoup en ont profité, tant mieux, certains n'ont pas su en profiter, tant pis pour eux, ils en profiteront plus tard. Mais quand on regarde aujourd'hui à la fois les volumes de deals qui restent quand même supérieurs à la période pré-Covid, les valos qui sont revenus à des niveaux sensiblement égaux, voire un petit peu supérieurs à la période pré-Covid, finalement on est juste redevenu à normal. Ce qui s'est passé, c'est que, je prétends pas avoir la vérité absolue sur le sujet, mais l'argent, il est toujours là. Il a toujours été là. Il n'a pas disparu il n'y a pas eu un shutdown décembre 2022, on n'a plus d'argent. L'argent, il est là. C'est juste qu'il a été redistribué sur des sociétés SaaS très différentes de celles qui avaient levé auparavant. Et ces sociétés SaaS, elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est des sociétés SaaS qui grandissaient, certes, mais avec une culture du cash flow qui était très forte. Et il y en a beaucoup moins. Donc il y a eu beaucoup moins d'opérations. Mais l'argent, il est toujours là. Je veux dire, aujourd'hui, vous mettez n'importe quel actif SaaS sur le marché, à partir du moment où il rentre dans les nouveaux canons de beauté, à savoir avoir une belle R40, une belle Rule of 40, un beau NRR, être rentable ou être rentable à très court terme, le dossier, il est extrêmement bataillé et il sort sur des valos qui sont très largement au-dessus des moyennes qu'on peut sortir d'un indice. Et d'ailleurs, quand on regarde les différents quartiers, on se rend compte que les sociétés qui sont des surperformeurs, elles se vendent à des niveaux de valorisation qui sont toujours extrêmement élevés. Donc le marché, il est pas mauvais, il simplement qu'il y a eu un shift sur la manière dont on orientait les fonds, vers quel type de société, que ces sociétés-là, il y en avait beaucoup moins, et que des sociétés qui ont dû passer d'un modèle où c'était de la croissance à tout prix à un modèle où oui, c'est bien de croître, mais je dois aussi gérer mon cash et je dois générer du cash à court terme, ça, c'est pas une critique, mais c'est pas forcément les mêmes entrepreneurs qui sont capables de faire ça, de faire de la croissance à tout prix et de faire une croissance saine, rentable, peut-être moins forte, mais beaucoup plus pérenne peut-être. C'est pas les mêmes qualités. Donc
l'équation, elle a un peu changé. Il y en a beaucoup qui réussissent à faire ce move, à passer de l'un à l'autre. Il y en a qui n'y arriveront pas. Mais ils trouveront des sorties industrielles parce que les industriels, dans ça, ils ont de l'argent significativement. Mais le marché, il est pas du tout grippé. Il a simplement évolué dans l'appréhension de ce qu'est une belle société SaaS aujourd'hui. Cela fait maintenant plus de 10 ans que vous exercez en tant que banquier d'affaires. Avec le recul, c'est quoi un bon pitch quand on est une banque d'affaires et comment on va démarcher commercialement un client? C'est celui qu'on gagne, par définition. Comment on le gagne? Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est énormément de préparation, de collecte d'informations. Il y a plein de sites aujourd'hui qui permettent de collecter de l'information. C'est la nécessité de s'intéresser aux personnes avec lesquelles on va échanger. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil du temps, c'est qu'il faut éviter à tout prix de se concentrer sur, quand on rencontre plusieurs personnes, sur la personne qui a pris l'initiative d'appeler. Il faut s'intéresser aux autres parce que on connaît pas les égos, on connaît pas ce qui se passe en coulisses. Et il faut s'assurer de parler à tout le monde et d'avoir une vue 360 de la situation. Le son de cloche de tous. C'est bien évidemment un document de qualité. Et donc nous, typiquement, dans les pitchs, je disais tout à l'heure, on va systématiquement faire appel aux associés de Translink pour partage d'expérience, pour idées, pour avoir des réflexions s'ils ont fait un dossier dans le secteur, les éléments importants. Voilà, pour se nourrir le maximum d'un knowledge collectif et partagé. Donc ça, c'est sur la préparation. Après, il faut arriver à quelque chose qui tienne debout, bien évidemment. Il faut avoir fait ses devoirs correctement. Et après, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que dans les pitchs, on se retrouve de plus en plus à être à 4, 5, 6 banques d'affaires à pitcher. Donc, ça suffit plus d'avoir un très beau pitch hyper propre. Les 150 pages de pitch qui seront jamais lues et qu'on n'aura jamais le temps de dérouler. Ce qui est assez frustrant pour les juniors d'ailleurs. Ce qui est extrêmement frustrant pour les juniors, mais ce qui est important du coup, c'est d'avoir une présentation qui soit extrêmement fluide à l'oral et que toutes les personnes qui sont présentes dans le rendez-vous, parce que il faut aussi faire l'effet taille quand on va en meeting, que toutes les personnes aient quelque chose à dire et un rôle à jouer. Et donc ça, c'est beaucoup de préparation. On fait beaucoup de répétitions. On se met pas devant un miroir, mais on se met en situation pour faire une répétition de pitch. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs pitchs. Et après, une fois qu'on a fait le pitch, là, c'est pareil, il faut faire l'extra mile. Et l'extra mile, là, c'est le petit secret, chacun a le sien, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Ne le direz pas le vôtre. Ça dépend des situations en plus. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'interlocuteur. Et voilà, c'est jamais en fait, on peut pas répéter 2 fois exactement les mêmes choses. Là, très récemment, on a gagné un pitch avec l'équipe sur une société qui est en Belgique. En plus, on était contre des confrères belges. Je veux dire, on avait sur le papier, c'est une anomalie qu'on l'ait gagné. Mais on l'a gagné parce qu'on a justement fait cet extra mile, parce qu'on a passé le temps qu'il fallait à prendre des nouvelles des clients, à leur donner des infos. On a été chercher des infos de marché sur tout ce qui se passait. On avait mis des veilles partout pour comprendre, juste pour leur montrer qu'on était sur la balle et qu'on était intéressé. C'est là aussi où le pouvoir de conviction, après, il y a même de séduction du banquier d'affaires, il est important. Bien sûr. On est dans un moment où on veut un mandat, donc on fait en sorte de l'avoir. Donc on joue de séduction, il faut montrer la crédibilité, il faut montrer qu'on en veut, mais pas trop pour pas se faire ensuite dézinguer sur les fees. Donc voilà, il y a tout un subtil équilibre à trouver sur le sujet. On a parlé, Marc Hérisson, de l'origination. Parlons un petit peu d'exécution. Qu'est-ce qu'il recherche concrètement un client quand il fait appel à une banque d'affaires comme Translink? C'est pareil, il y a pas de généralité. On peut avoir des clients qui viennent chez nous pour l'expertise sectorielle, parce que quand on s'est parlé, ils ont compris qu'on savait. On comprenait ce qu'ils nous racontaient et que quand on a levé le capot, on allait comprendre ce qui se passait en dessous et qu'on n'allait pas regarder ça comme une poule devant un couteau. Et donc ça, c'est du gain de temps pour lui en termes d'explication. C'est du gain de temps pour lui et une forme de certitude et de garantie qu'on sait appeler les bonnes personnes et qu'on sait les toucher et qu'on sait parler avec elles.
Donc ça peut être un premier élément, l'expertise. Le deuxième élément, ça peut être, à l'inverse, des gens qui viennent juste chercher du process. C'est-à-dire, un process de M&A, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quand même très normé, c'est très cadencé, il y a un nombre certain d'interlocuteurs qui vont y participer, et il faut être capable de l'animer, il faut être capable de le cadrer, et le temps étant un bon ennemi du M&A, plutôt intérêt à trouver quelqu'un qui sait bien mener ça à la baguette. Donc, aller chercher du process, ça peut être une deuxième raison pour un client de venir nous voir en disant, voilà, moi, je veux quelque chose de cadencé, je veux quelqu'un qui m'assure une délivrabilité de mon deal. Troisième élément, ça peut être bien évidemment l'international. Quand la problématique, c'est marrant parce que l'international, on vient nous chercher dessus pour deux raisons. La première, parce qu'il y a une conviction forte que l'acquéreur est étranger. Et c'est parfois très vrai parce que c'est des actifs sur lesquels il n'y a pas d'acteurs en France et la sortie elle est forcément internationale. Et une deuxième raison qui est assez marrante, c'est quand ils ne veulent pas vendre à un Français pour des raisons de confidentialité. Et donc c'est beaucoup plus facile de gérer la confidentialité, en tout cas par rapport au bruit de couloir sur le marché français, quand on s'adresse à des corporates étrangers, typiquement pardon, quand on le fait pour des Français. Donc même sur un thème qui est le cross-border, il peut y avoir plusieurs raisons derrière qui expliquent pourquoi ils viennent nous chercher là-dessus. Et puis le dernier élément, quatrième, je pense qu'ils viennent, enfin, encore une fois, ils viennent chez nous parce que je pense on est très vrai dans notre attitude et dans la manière dont on leur parle et enfin, j'espère et je le crois parce que sinon on n'aurait plus de clients depuis longtemps qui perçoivent qu'on va avoir un engagement extrêmement fort dans leur process et qu'on va être nous, associés et toute l'équipe, parce que ça transpire dans l'équipe, accessible pour leurs problématiques et pour être avec eux. J'en viens maintenant à la thématique du recrutement qui intéresse évidemment beaucoup notre audience. Les candidats sont nombreux à postuler chaque année chez Translink. Vous avez à la fois des étudiants qui recherchent des stages et des jeunes diplômés qui souhaitent entrer dans la vie active. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs? Ce qu'on va rechercher, c'est de la motivation. Parce que quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va avoir envie d'apprendre, qui va avoir envie de se challenger et encore une fois de faire cet extra mile de manière naturelle sur les sujets. On cherche bien évidemment des personnes qui, d'un point de vue compétences financières, sont au niveau. Et je veux dire, c'est ça. Les stages, typiquement, sont quand même des phases d'apprentissage, donc on est là pour leur apprendre, mais il faut qu'il y ait une base qui soit suffisamment solide pour que ça puisse rouler. Training You est là pour ça aussi. Training You est exactement là pour ça. Et après, je pense que c'est un état d'esprit. On a vraiment on cherche ce fonctionnement d'équipe. Dans une équipe, il faut accepter d'avoir des profils qui sont différents. Il faut accepter d'avoir des profils qui ont des compétences et on va dire des zones de confort qui soient différentes. Après, il faut réussir à les faire travailler ensemble. Un peu comme dans une équipe de sport. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas que des rockstars. Vous n'avez pas que des rockstars hein. Dans une équipe. Il faut aussi des gens qui sont un peu plus low profile. Et ce travail et cet esprit d'équipe, il est extrêmement important pour pouvoir s'intégrer aussi dans notre culture d'entreprise. Et je pense qu'on a tous cette conviction que quand on a la bonne culture, quand on a le bon état d'esprit, quand on a la motivation et qu'on a les bases, après, tout est possible. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient rejoindre vos équipes, quels seraient vos conseils pour obtenir une offre de stage ou de CDI chez Translink? C'est d'arriver préparé. Déjà sur on va dire la partie prise de contact. Alors, je reçois perso beaucoup d'emails sur mon LinkedIn et croyez-le ou non, mais de temps en temps, quand j'ai le temps, je réponds et je prends des coups de fil pour échanger avec des étudiants et pas que de mon école. Je le fais pour toutes les écoles. Parce que c'est toujours intéressant et que je pense qu'à l'époque j'aurais aimé qu'un partenaire prenne le temps de répondre, de m'accorder 30 ou 45 minutes le soir pour échanger sur le sujet. Ce genre d'audace, c'est bien, mais il faut le faire avec parcimonie. C'est toujours pareil. Je me souviens, il y en a un, j'avais fini par le prendre au téléphone, il m'avait envoyé des emails en me tutoyant, en m'appelant par mon prénom. Alors on est dans un métier où maintenant tout le monde se tutoie et tout le monde se tape dans le dos et tout le monde s'appelle par son prénom. Mais j'avais quand même dit, bon, écoute, oui, mais déjà vouvoiement minimum, parce qu'on se connaît pas. Et attention, moi, ça me choque pas. Je lui dis, moi, à la limite, ça m'importe très, très peu. Mais je pense que tu as grande chance de te prendre une bonne claque dans la tête avec beaucoup d'autres.
Donc, être audacieux sur une prise de contact, c'est bien, mais il faut quand même mesurer les risques qui vont derrière. Après, il faut arriver préparé à l'entretien. Ça veut dire, c'est le b.a.-ba. Savoir ce qui s'est passé, les dernières actualités, les derniers deals qui ont été faits, les dernières informations qui sont sorties. Voilà, les personnes qui arrivent et qui citent des deals d'il y a 4 ans ou qui sont complètement à côté, ça arrive encore, mais voilà. Bien évidemment, être techniquement au niveau. Et après, encore une fois, c'est pendant l'entretien, démontrer la motivation, l'ouverture d'esprit, voilà, l'envie d'y aller. Et après, il y aura beaucoup de fit humain avec l'équipe. Parce que c'est voilà, aujourd'hui les juniors sont recrutés par les juniors parce qu'ils vont travailler ensemble, et les juniors et leurs managers parce qu'ils vont travailler ensemble. Et c'est important qu'il y ait ce fit et qu'il y ait déjà cette alchimie qui puisse se créer à ce niveau-là. Les jeunes sont aujourd'hui très attentifs aux valeurs véhiculées par les entreprises qui le rejoignent. Et vous, Translink, vous mettez en avant 4 valeurs fortes. C'est l'intégrité, l'humilité, l'efficacité et la bienveillance. Comment se traduisent ces valeurs au quotidien, d'abord avec vos équipes en interne et ensuite avec vos clients en externe? Si vous reprenez ces 4 valeurs et qu'on rembobine un petit peu le fil de l'échange, en fait, on se rend compte qu'elles sont pas arrivées là par hasard. Elles sont en fait l'héritage de comment on s'est construit et d'où on est parti. L'humilité, parce que encore une fois, quand on a créé la boîte à 26 et 28 ans, je veux dire, on est d'une part, c'était dans notre éducation, mais c'était aussi une des conditions pour y arriver et pour exister. L'intégrité, c'est pareil. L'intégrité, aujourd'hui, on est sur un métier, dans un marché où, pour nous, c'est une valeur cardinale. Et l'équipe, aujourd'hui, je pense, s'y retrouve parce qu'ils apprécient qu'à tous les niveaux, que ce soit dans la relation qu'on a avec l'équipe, dans la relation qu'on a avec nos clients, avec l'écosystème, on n'a jamais fait d'écart. Et ça, c'est extrêmement important. Et je reviens juste sur l'humilité dans l'équipe. On a un mode de fonctionnement qui est très ouvert en termes de communication de l'information, de partage de l'information. Et encore une fois, on reste extrêmement tous à tout niveau, le senior manager vis-à-vis de ses juniors, etc., nous vis-à-vis de l'équipe, extrêmement accessible et humble. On apprend tous des autres. Les portes sont ouvertes pour discuter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien. Il faut remettre de l'eau tout le temps, un petit peu d'engrais au printemps, et puis ça repart, et ça, c'est très bien. L'efficacité, c'est une évidence. J'en parlais aussi tout à l'heure. On était obligé d'avoir des résultats et obligé de délivrer des trucs top pour montrer qu'on était au bon niveau. Et la bienveillance, c'est pareil. Je pense que c'est culturel chez Jacques-Henri, Mathieu et moi. C'est aussi le fait qu'on n'ait pas été dans des moules durs du M&A. Donc pas de nécessité de reproduire l'effet bizutage. Et donc aujourd'hui, on a, alors c'est devenu très galvaudé la bienveillance parce que tout le monde en parle à droite à gauche, mais je pense vraiment qu'on est bienveillant aussi bien avec nos équipes qu'avec nos clients. Encore une fois, parce que ce sont nos deux plus gros actifs. C'est très naturel chez nous de l'être. Et je pense que dans l'équipe au quotidien, ces valeurs, elles se voient par l'ambiance qu'on a au bureau, par la manière dont on travaille, par les responsabilités qu'on peut laisser aux collaborateurs sur les dossiers. Et vis-à-vis de nos clients, moi, je dis pas qu'ils deviennent nos amis, mais ils deviennent des gens dont on est très proche parce qu'on vit des expériences et des moments qui sont extrêmement intenses. On arrive, Marc Hérisson, à la dernière partie de ce podcast. C'est le traditionnel quiz du Career Insight. J'en rappelle les règles. C'est des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Allez, on est parti. Si vous deviez définir la financière Monceau en 2011, en un mot, c'était lequel? Audacieux. Si vous deviez définir Translink aujourd'hui, en un mot, en 2024, cela serait lequel? Ambitieux. C'est pour les rimes. Je travaille les rimes. Votre plus beau souvenir professionnel? Mon plus beau souvenir professionnel, c'était un moment dont j'étais très fier. C'était au dernier dîner de Noël, quand on a réuni toute l'équipe pour faire notre dîner de Noël. Et on avait l'équipe qui était là au resto, en train de passer un bon moment juste avant les fêtes. Et j'étais très fier de voir. J'étais très fier de voir cette équipe réunie, passer un bon moment, me dire on était
4 plus 2 stagiaires au début. Maintenant, on est 22. Ouais, un beau moment. Votre pire souvenir professionnel? Pire souvenir professionnel, c'était un dossier de levée de fonds d'une boîte qui marchait pas bien, pas le bon produit, pas le bon management. On avait reçu une offre d'un corporate qui finalement voulait reprendre. Et un des actionnaires de la société du client m'avait accusé d'être de mèche avec l'acquéreur qui avait mis une offre à des pâquerettes, mais ça valait pas plus pour la boîte. Offre que je défendais et que je poussais parce que c'était la seule et que c'était la seule solution. Et donc, il m'a accusé d'être de mèche et d'être payé par l'acquéreur pour faire passer ça. Bon, le résultat, c'est qu'ils l'ont refusé et que la boîte a déposé le bilan 3 mois après. La plus grande qualité d'un banquier d'affaires? Force de conviction. La plus grande qualité d'un entrepreneur, parce que vous êtes aussi un entrepreneur. La vision et l'exécution. Le plus beau deal que vous avez fait? La réponse va être un peu longue. Allez-y. Il a duré 9 ans. Ouh. Non, en fait, c'est un deal qui est génial parce que entre le moment où j'ai échangé la première fois avec les dirigeants et le moment où on a closé le deal, il s'est passé même 10 ans du coup. On est sur un métier de temps long, mais là, je pense que c'est un beau record. En fait, c'est génial parce que c'est un sujet, donc, première rencontre avec les dirigeants en 2013. Ensuite, un suivi commercial tous les ans, 2 fois par an, un petit mot, un petit machin, une actualité, blablabla. Et ensuite, ce qui en fait le plus beau deal, c'est que derrière, pour le remporter, face à des confrères de très belle renommée, on a utilisé aussi nos senior advisors, qui les connaissaient. Et donc, on a eu cet effet chasse en meute, plus la logique Translink International, parce qu'il y avait un sujet cross-border. Et donc, en fait, en plus de la durée qui était assez extraordinaire et qui était un beau signe d'opiniâtreté, c'était la capacité, en fait, à avoir, à mettre en place toutes les synergies que l'on a et tous nos actifs sur nos senior advisors avec l'expertise sectorielle, plus Translink pour le cross-border, qui ont fini par les convaincre qu'on était le bon partenaire pour le deal. Et ce deal, c'était Stordata. Le deal le plus difficile que vous avez réalisé? Un autre deal dans l'IT, où on a dû s'y reprendre un petit paquet de fois sur l'actif. On a une première opération qui a échoué pour des négociations sur une gap pour 1% de plafond de gap. Bon, quand on en arrive là, on se dit qu'il y a sans doute d'autres sujets derrière qui drivent la décision. Puis une deuxième fois, le Covid est arrivé, a interrompu le processus. On a ensuite remis le couvert avec un autre candidat qui était pas du tout solide et qui nous a fait un bon coup de Trafalgar avec des audits assez foireux pour finalement vendre la société au manager dans des conditions un peu compliquées. Le client qui vous a le plus impressionné? J'en ai 2. Guillaume Toussaint et Arnaud Filleul de France Valais, justement pour la vision et l'exécution de leur projet, qui est simplement extraordinaire. Une success story comme on en voit très peu, je pense, dans une carrière. Et en plus, très sympa. Et le deuxième, Olivier Techman de Stordata et Marc Michel, son associé, pour la droiture dont ils ont fait preuve dans le processus vis-à-vis de leurs employés, puisqu'ils n'ont pas hésité à sacrifier quand même un peu d'argent sur la table pour être sûr d'avoir un deal qui n'impacte absolument pas la société et leurs employés. Alors, vous l'avez déjà un peu fait, mais l'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et que vous aimeriez nous donner aujourd'hui? Bah, il y avait effectivement l'histoire de la marque qui est toujours très très marrante, mais je me souviens en fait quand j'étais en stage donc chez MK, je gérais un process, donc j'étais en stage, je gérais le process, et je me retrouve dans une discussion avec le client qui était une boîte de soft, et en fait il voulait vendre, mais bon la société se portait pas très très bien, et puis à un moment il me posait des questions sur est-ce qu'on pourrait pas mettre du cash dedans. Et donc, je leur explique le principe d'augmentation de capital. Et puis, ils m'ont posé une question qui était extrêmement stupide. Enfin, pas stupide, mais qui était extrêmement simple. Qui était, OK, mais quand on fait une augmentation de capital, l'argent va où? Et en fait, je sais pas, j'ai été incapable de répondre à cette question qui était complètement qui était d'une banalité affligeante et d'une simplicité folle. Et je suis resté comme ça pendant 10 minutes à dire, puis j'ai embrayé sur autre chose et j'aurais jamais donné la réponse. Et je me suis dit à ce moment-là, putain, quand même. Ils t'ont confié un peu quand même quelque chose et là ils t'ont posé une question qui est relativement simple et t'as pas su répondre du tac au tac, quoi. Et voilà, donc ça je l'ai mis un peu de... Pour ceux qui nous écoutent, je l'ai mis la sous le tapis. réponse à cette question
assez simple et évidemment sur la plateforme TrainingView dans nos Exactement, cours, bien ceux évidemment. qui révisent leurs entretiens. Voilà. Donc ça, je l'ai mis sous le tapis. Et... Dernière question, le conseil que vous donneriez au jeune Marc Hérisson qui étudiait à la Toulouse Business School TBS dans les années 2000? Je suis toujours jeune. Plus jeune Marc Hérisson. Plus jeune Marc Hérisson, je sais pas. Je pense qu'il faut pas paniquer et en fait dans chaque et c'est vrai dans toute crise ou face à l'adversité, en fait, il y a toujours des opportunités qui se créent. Donc de pas paniquer. Merci Marc Hérisson. Avec grand plaisir. Merci à vous Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme TrainingView si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.